Mon amie se servait de sa maladie pour contrôler tous nos voyages, alors j'en ai organisé un qu'elle ne pourrait pas gâcher. Mon amie Apolline souffre du syndrome de fatigue chronique, une véritable maladie que je respecte. Ce que je ne respecte pas, c'est la façon dont elle l'utilise pour régir chaque voyage que notre groupe d'amis entreprend. Elle insiste toujours pour choisir la destination en fonction de ce qui est le mieux pour sa condition. Les voyages à la plage sont exclus car marcher dans le sable est épuisant. Les voyages à la montagne sont exclus car l'altitude l'affecte. Les grandes villes sont exclues à cause de toute la marche, et nous finissons toujours dans une station thermale ennuyeuse où il n'y a rien à faire, sauf s'asseoir au bord d'une piscine dans laquelle elle n'entre jamais, car le chlore la dérange. Chaque restaurant doit être vérifié pour s'assurer qu'il propose les plats spécifiques qu'elle peut manger, ce qui change en fonction de son humeur du jour. Nous ne pouvons pas faire d'activité avant midi car elle a besoin de se reposer. Nous ne pouvons pas faire d'activité après 15 heures car c'est à ce moment-là qu'elle se fatigue. Nous ne pouvons pas nous séparer car elle se sentirait abandonnée et cela déclencherait ses symptômes. Et si quelqu'un suggère de faire quelque chose sans elle, elle se met à pleurer en disant que nous ne comprenons pas ce que c'est que de vivre avec une maladie chronique et à quel point elle se sent déjà isolée. Le chantage affectif est incessant. L'année dernière, nous avons prévu un week-end à Saint-Tropez pour le 30e anniversaire de Juliette, et Apolline a immédiatement dit que l'agitation de la Côte d'Azur déclencherait une surcharge sensorielle et que nous devrions plutôt aller dans un centre de thalassothérapie tranquille en Bretagne. Quand Juliette a dit que c'était son anniversaire et qu'elle voulait aller à Saint-Tropez, Apolline a répondu qu'elle supposait que sa santé n'importait à personne et a réellement demandé à Juliette si un anniversaire était plus important que le bien-être d'une amie. Juliette a cédé et nous sommes allés au centre de thalasso le plus ennuyeux qui soit, où Apolline s'est plainte tout le temps que les soins n'étaient pas adaptés à sa condition. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce fut lorsque nous avons essayé d'organiser un voyage à Lyon pour l'enterrement de vie de jeune fille de Maude, et qu'Apolline a annoncé que l'agitation des grandes villes et la musique forte déclenchaient ses migraines et que la seule alternative acceptable était une retraite de méditation en Provence. Maude a dit qu'il n'en était pas question, que c'était son enterrement de vie de jeune fille. Apolline a alors entamé son discours habituel sur le fait que les personnes en bonne santé ne comprenaient pas les sacrifices qu'elle faisait juste pour voyager avec nous et a dit que nous devrions être reconnaissantes qu'elle essaie même de venir. Maude a explosé et a dit qu'Apolline n'était pas obligée de venir si Lyon était trop pour elle. Apolline s'est immédiatement mise à pleurer et a traité Maude de validiste. Elle a dit que de vrais amis ne choisiraient jamais une ville festive au détriment des besoins d'une amie malade et a vraiment menacé de mettre fin à leur amitié si nous allions à Lyon. C'est à ce moment-là que j'en ai eu assez et que j'ai dit au groupe que j'organiserais un voyage spécial juste pour Apolline, où tout serait parfaitement adapté à ses besoins. Apolline était ravie et a immédiatement commencé à m'envoyer des articles sur des destinations bénéfiques pour la fatigue chronique. Je les ai tous ignorés et j'ai réservé quelque chose de complètement différent. J'ai dit à tout le monde, sauf à Apolline, où nous allions réellement. Le jour du voyage, j'ai récupéré Apolline et j'ai conduit jusqu'à un endroit qu'elle croyait être un centre de bien-être à 2 heures de route. Elle avait emporté tous ses oreillers spéciaux, sa machine à bruit blanc, ses compléments alimentaires et ses encas spécifiques, et a parlé tout le trajet de là. Façon dont c'était le premier voyage où elle serait enfin à l'aise. Quand nous sommes arrivés, ce n'était pas un centre de bien-être, mais un hôtel de chaîne bas de gamme à côté d'un relais routier. Apolline a demandé ce qui se passait et je lui ai dit que c'était parfait pour ses besoins. Silencieux, sans activité, rien pour déclencher des symptômes, juste un lit. Elle a commencé à paniquer, demandant où étaient les autres, et je lui ai dit qu'elles étaient à Lyon pour l'enterrement de vie de jeune fille de Maude, mais que je savais qu'elle ne pourrait pas le supporter, alors j'avais organisé cette alternative paisible juste pour elle. Elle a crié que je l'avais piégée, et je lui ai répondu que j'avais fait exactement ce qu'elle avait toujours voulu, c'est-à-dire tout organiser autour de sa maladie. Elle a dit que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire, et je lui ai demandé en quoi c'était différent de tous les endroits ennuyeux où elle nous avait forcés à aller. L'hôtel avait un lit pour dormir, ce qu'elle disait d'avoir besoin de faire la plupart de la journée. Il y avait une salle de bain et un réfrigérateur pour ses repas spéciaux. Pas de piscine, pas d'activité où elle se sentirait obligée de participer, pas de restaurant dont il fallait vérifier les menus. C'était littéralement juste une chambre où elle pouvait se reposer, exactement ce dont elle prétendait avoir besoin. Elle a appelé les autres filles en pleurant, mais elles étaient déjà à Lyon,
s'amusant comme jamais. Elles ont envoyé des vidéos d'elle dans des bars à vin et sur des péniches bars pendant qu'elle était assise seule. Elle a essayé de convaincre quelqu'un de venir la chercher, mais tout ont dit qu'elle ne pouvait pas quitter l'enterrement de vie de jeune fille de Maud. Elle a dû passer tout le week-end dans cet hôtel ou payer son retour. Elle a choisi de rester et a passé 3 jours à faire exactement ce qu'elle disait toujours vouloir, c'est-à-dire absolument rien. Elle a publié sur les réseaux sociaux qu'elle avait été abandonnée, mais personne n'a commenté car tout le monde était fatigué de sa manipulation. À notre retour, Apolline a dit qu'elle ne nous pardonnerait jamais. J'ai passé la première semaine à consulter la conversation de groupe. Maud a posté des photos des illuminations de la place Bellecour. Juliette a envoyé des vidéos d'elles en train de danser dans un club du Vieux-Lyon. Elles semblaient toutes heureuses, toutes libres. Apolline, sur son compte personnel, publiait des citations tristes sur la solitude et le fait d'être laissée pour compte. Personne de notre groupe n'a commenté. Je me sentais bien avec ça. J'avais l'impression que nous nous étions enfin libérés de son emprise. Puis, mon téléphone a vibré avec un message de Florence demandant si nous pouvions nous voir. Nous nous sommes retrouvés dans un café en centre-ville le jeudi après-midi. Florence a commandé un café viennois et s'est assise en face de moi, l'air mal à l'aise. Elle a longuement remué sa boisson. Elle m'a dit qu'elle n'arrêtait pas de penser à l'histoire de l'hôtel. Elle a dit qu'elle continuait d'imaginer Apolline assise dans cette chambre tout le week-end, sans rien à faire et nulle part où aller. Je lui ai rappelé qu'Apolline disait toujours avoir besoin de repos et de silence. Florence a hoché la tête, mais a ajouté que cela semblait quand même mal. Elle a dit que la maladie d'Apolline était réelle, même si elle en abusait. Elle a dit qu'abandonner quelqu'un avec un problème de santé seul dans un hôtel près d'une autoroute pendant 3 jours semblait cruel, peu importe à quel point Apolline avait été irritante. J'ai commencé à argumenter, mais Florence a levé la main. Elle a dit qu'elle allait contacter Apolline et s'excuser d'avoir accepté mon plan. Elle a dit qu'elle devait faire ce qui lui semblait juste. Je me suis immédiatement mise sur la défensive. J'ai énuméré tous les voyages qu'Apolline avait gâchés. Le week-end de Thalasso au lieu de Saint-Tropez, les villes ennuyeuses, les restrictions. J'ai rappelé à Florence la retraite de méditation en Provence qu'Apolline avait essayé de nous imposer à la place de Lyon. Florence a tout écouté, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a juste dit qu'on ne répond pas à une erreur par une autre erreur. Elle a dit qu'elle comprenait ma frustration, mais que cela ne rendait pas ce que nous avions fait juste. Elle a fini son café et m'a dit qu'elle devait suivre sa conscience. Elle est partie avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. 2 jours plus tard, j'étais allongée sur mon canapé quand mon téléphone a explosé. J'ai ouvert les réseaux sociaux et j'ai vu qu'Apolline avait publié un long récit détaillé sur le week-end à l'hôtel. Elle décrivait comment je lui avais dit que nous allions dans un centre de bien-être. Elle écrivait avoir fait ses valises avec toutes ses affaires médicales. Elle expliquait comment je l'avais conduite dans un hôtel bas de gamme à côté d'un relais routier et lui avait dit que toutes les autres étaient à Lyon. Elle a qualifié cela de discrimination fondée sur le handicap. Elle a dit que ses soi-disant amis l'avaient piégée et abandonnée parce qu'elle ne voulait pas s'occuper de ses besoins de santé. La publication avait déjà des centaines de commentaires. Les gens nous traitaient de personnes horribles. Les gens disaient que nous étions exactement ce qui n'allait pas avec la société. Quelqu'un nous a qualifiés de monstres validistes. J'ai eu l'estomac noué en continuant à faire défiler les réponses. La situation devenait rapidement incontrôlable. C'est alors que j'ai vu que Florence avait commenté publiquement. Elle a écrit qu'elle était profondément désolée pour son rôle dans ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle aurait dû s'opposer au plan au lieu de l'accepter. Elle a dit qu'elle avait eu tort et qu'Apolline méritait mieux. Mon téléphone continuait de vibrer avec de nouvelles notifications. Des inconnus qui ne connaissaient rien à l'histoire complète nous attaquaient. Quelqu'un m'a traité de psychopathe. Une autre personne a dit que je devrais avoir honte de me montrer en public. Une autre personne a écrit un paragraphe entier sur la façon dont les gens comme moi rendaient la vie plus difficile pour tout le monde. J'ai vu le nombre de partages augmenter de plus en plus. Les gens répandaient l'histoire d'Apolline sur tout Internet. Le lundi matin, je suis arrivée au bureau et j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Mes collègues ont arrêté de parler quand ils m'ont vue. Les gens détournaient le regard quand je croisais leur regard.
Les salutations matinales habituelles n'ont pas eu lieu. Je me suis assise à mon poste en essayant de me concentrer sur mon ordinateur, mais je sentais les gens me regarder. À l'heure du déjeuner, ma responsable, Marianne Faure, m'a appelée dans son bureau. Elle a fermé la porte derrière moi et a ouvert quelque chose sur son ordinateur. Elle a tourné l'écran vers moi. Il montrait des captures d'écran de la publication d'Apolline. Quelqu'un les avait envoyées aux ressources humaines. Marianne m'a demandé si j'étais la personne dont parlait Apolline. Son visage était sérieux et inquiet d'une manière qui a fait battre mon cœur plus vite. J'ai admis que c'était moi. J'ai essayé de tout expliquer à Marianne. Je lui ai parlé des années où Apolline avait contrôlé nos voyages. J'ai décrit tout le chantage affectif et les manipulations. J'ai expliqué comment Apolline avait menacé de mettre fin à des amitiés si nous allions à Lyon sans tenir compte de sa santé. Mais même en parlant, j'entendais à quel point tout cela sonnait mal. Quand on enlevait tout le contexte, c'était juste moi qui piégeais une personne atteinte d'une maladie et la laissais seule dans un hôtel près d'une autoroute. Marianne a écouté sans dire grand-chose. Quand j'ai eu fini, elle m'a dit que les RH devaient mener une enquête. Elle a dit que l'entreprise avait des politiques strictes sur la discrimination et le harcèlement. Elle a dit que même si cela s'était produit en dehors du travail, sa nature publique signifiait que cela se reflétait sur les valeurs de l'entreprise. Elle a dit que je devrais m'attendre à avoir des nouvelles des RH dans quelques jours. Ce soir-là, ma sœur Émilienne a appelé. Elle n'a même pas dit bonjour. Elle a juste demandé si l'histoire qui explosait en ligne me concernait. Elle a dit que notre mère l'avait vue partager dans un groupe de quartier sur Facebook. Je lui ai dit que c'était moi et j'ai commencé à essayer d'expliquer ma version. Émilienne m'a coupé la parole. Elle a dit qu'elle était sincèrement choquée que j'aie pu faire quelque chose d'aussi délibérément offensant. Elle a dit que cela ne ressemblait pas à la sœur qu'elle connaissait. J'ai essayé de me défendre, mais elle a continué à parler par-dessus moi. Elle a demandé à quoi je pensais. Elle a demandé comment j'avais pu croire que c'était acceptable. Elle a dit que même si Apolline était manipulatrice, ce que j'avais fait était pire. Nous nous sommes disputés pendant 20 minutes avant qu'elle ne dise qu'elle avait besoin de temps pour digérer tout ça et raccroche. J'ai mal dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de regarder mon téléphone et de voir la publication d'Apolline gagner de plus en plus de partages. Le lendemain matin, j'ai découvert quelque chose de pire. Un certain Mathieu Delma, qui travaillait pour une association de défense des droits des personnes handicapées, avait écrit un article. Il utilisait l'histoire d'Apolline comme exemple de la façon dont les personnes valides instrumentalisent les besoins d'accessibilité. L'article ne mentionnait pas mon nom, mais il décrivait l'incident de l'hôtel en détail. Il parlait de la façon dont la société considère les personnes handicapées comme des fardeaux. Il expliquait comment les amis et la famille punissent fréquemment les personnes handicapées pour avoir des besoins. L'article a été partagé sur les réseaux militants et dans les groupes communautaires. Je l'ai vu publié sur des forums et des sites d'information. Les gens utilisaient mes actions comme preuve d'une discrimination généralisée. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Maude. Elle disait qu'elle se sentait très mal de la tournure des événements. Elle a dit que son enterrement de vie de jeune fille avait été amusant, mais qu'elle se sentait maintenant coupable en sachant ce que cela avait coûté. Elle a dit que plusieurs amis communs l'avaient contactée pour demander si l'histoire d'Apolline concernait notre groupe. Elle ne savait pas quoi leur dire. Elle a dit qu'elle commençait à penser que nous étions toutes allées trop loin. Elle a demandé si j'avais vu l'article de Mathieu. Elle a dit que des gens de son travail le lui avaient envoyé pour lui demander si elle était au courant. Elle a dit que cela prenait de l'ampleur. J'ai vérifié mon téléphone constamment les jours suivants, mais la conversation de groupe est restée complètement silencieuse. Pas de blagues, pas de projets, pas de photos aléatoires du déjeuner de quelqu'un, rien. Nous avions l'habitude d'envoyer des centaines de messages par semaine, et maintenant c'était juste vide. J'ai fait défiler d'anciennes conversations datant de plusieurs mois, lorsque nous organisions la fête de Maude. Cela semblait être une autre vie. Le mercredi après-midi, Juliette a finalement publié un message demandant si nous devrions parler de tout ce qui s'était passé. J'ai regardé le message pendant 20 minutes, en attendant. Personne n'a répondu. J'ai écrit 3 réponses différentes et les ai toutes effacées parce que je ne savais pas quoi dire. 1 heure s'est écoulée, le message restant là.
Puis 2 heures. Finalement, elle a renvoyé un court message disant qu'elle supposait que nous pourrions nous voir à un moment donné. Florence a répondu qu'elle avait un emploi du temps chargé, mais peut-être dans quelques semaines. Les messages étaient si étranges et prudents, comme si nous étions des étrangères au lieu d'amis qui se connaissaient depuis des années. Je me suis rendu compte que tout notre groupe était en train de s'effondrer sous le poids de ce que j'avais fait et de l'attention que cela avait suscité. Des personnes qui se parlaient tous les jours n'arrivaient même plus à avoir une conversation. 2 semaines après ma première rencontre avec Marianne, elle m'a rappelé dans son bureau. Mon estomac s'est noué quand j'ai vu son email car je savais que l'enquête était terminée. J'ai marché dans le couloir, nauséeuse. Elle avait la même expression sérieuse qu'avant et m'a fait signe de m'asseoir. Elle m'a dit que l'enquête des RH était terminée. Ils avaient conclu que, bien que l'incident de l'hôtel se soit produit en dehors du travail, mon jugement et mon traitement envers une personne handicapée soulevaient de réelles préoccupations quant à ma conduite professionnelle. J'ai commencé à me défendre, mais elle a levé la main. Elle a dit que je n'étais pas licenciée, mais que je recevais un avertissement écrit officiel qui serait versé à mon dossier permanent. Elle a dit que je devais également suivre une formation de sensibilisation sur l'accommodement du handicap et le comportement au travail. La formation était obligatoire et durerait plusieurs semaines. J'ai hoché la tête et j'ai essayé de garder un visage neutre, mais à l'intérieur, je paniquais à l'idée d'avoir cela dans mon dossier pour toujours. Elle m'a demandé si je comprenais la gravité de la situation. J'ai dit oui. Elle m'a dit que la formation commencerait le lundi suivant et que je devais la prendre au sérieux, car mon avenir dans l'entreprise pourrait dépendre de ma capacité à montrer que j'en avais tiré des leçons. En sortant de son bureau, je suis allée directement aux toilettes et je me suis enfermée dans une cabine. Mes mains tremblaient. Ce soir-là, Pierre est rentré du travail et m'a trouvée assise sur le canapé, regardant dans le vide. Il m'a demandé ce qui n'allait pas et je lui ai parlé de l'avertissement écrit et de la formation obligatoire. J'ai commencé à me plaindre, disant que c'était injuste que quelque chose de ma vie personnelle affecte mon travail. J'ai dit que les RH exagéraient et en faisaient toute une histoire pour rien. Pierre a écouté 1 minute, puis a dit que je devrais peut-être envisager qu'ils avaient raison. Je l'ai regardé comme s'il m'avait giflé. Je lui ai demandé s'il était sérieux de prendre leur parti. Il a dit qu'il ne prenait pas parti, mais qu'il avait du mal à comprendre comment j'avais pu penser que ce plan était acceptable. Je l'ai accusé de ne pas me soutenir quand j'en avais le plus besoin. Il a dit qu'il m'aimait, mais qu'il avait du mal à concilier la personne qui avait organisé ce piège avec la personne qu'il pensait connaître. Ces mots m'ont blessé plus profondément que tout ce que Marianne, Florence ou n'importe qui en ligne avait pu dire. C'était Pierre, la personne qui aurait dû être de mon côté quoi qu'il arrive. Nous nous sommes disputés pendant plus d'1 heure, en disant tous les deux des choses que nous n'aurions probablement pas dû. Il a dit que je semblais penser que j'avais toujours raison et que je ne remettais jamais en question mes actions. J'ai dit qu'il était critique et qu'il agissait comme s'il était parfait. Il a dit qu'il ne s'agissait pas de sa perfection. Il s'agissait de mon refus de voir à quel point j'avais été cruelle. Finalement, il est allé se coucher dans la chambre d'amis et je suis restée éveillée seule sur le canapé, en pleurant. 3 semaines après Lyon, j'ai reçu un email d'une certaine Lucille Montagne. L'objet était opportunité de médiation. Ma première pensée a été que c'était une sorte de piège ou une affaire juridique. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais je l'ai ouvert et j'ai vu qu'elle était thérapeute. Elle a dit qu'Apolline la consultait pour surmonter ce qui s'était passé et a demandé si je serais disposée à participer à une séance de médiation. Elle a expliqué que ce serait une conversation structurée. Elle a dit que c'était entièrement volontaire et qu'Apolline et moi devions toutes les deux être d'accord. Elle a souligné qu'il ne s'agissait pas d'attribuer la faute, mais de communication et de compréhension. J'ai lu l'email 3 fois. Une partie de moi pensait que c'était définitivement un piège. Apolline l'utiliserait pour me faire passer pour encore plus méchante ou me faire admettre une culpabilité qu'elle pourrait utiliser contre moi. Mais une autre partie de moi cherchait désespérément une sorte de résolution à ce cauchemar. J'étais fatiguée du silence dans la conversation de groupe, de la tension avec Pierre et de la façon dont les gens me regardaient. J'ai répondu que j'y réfléchirais. Puis j'ai passé 2 jours à hésiter. Finalement, j'ai répondu que je ferais la médiation. Je me suis dit que ça ne pourrait pas empirer les choses.
La séance de médiation a été fixée au jeudi soir suivant, dans le cabinet de Lucille. Je suis arrivée avec 15 minutes d'avance, trop nerveuse pour attendre à la maison. Le cabinet se trouvait dans un immeuble calme avec un éclairage doux et des plantes partout. Lucille m'a accueillie dans la salle d'attente et s'est présentée. Elle devait avoir la cinquantaine, avec une voix calme qui a un peu apaisé mon angoisse. Elle a expliqué comment la séance se déroulerait. Chacune d'entre nous aurait le temps de partager son point de vue sans être interrompue. Ensuite, nous essaierions d'avoir un dialogue avec ses conseils. L'objectif était la compréhension, pas de gagner une dispute. Apolline est arrivée à l'heure pile, l'air fatiguée et mince. Nous n'avons pas établi de contact visuel. Lucille nous a conduites à son bureau et nous nous sommes assises sur des chaises l'une en face de l'autre, avec Lucille entre nous, légèrement sur le côté. La séance a commencé avec Apolline qui a parlé de s'être sentie véritablement abandonnée et humiliée à l'hôtel. Elle a décrit le fait d'être assise seule dans cette chambre, regardant des vidéos de tout le monde s'amusant sans elle. Elle a dit que cela confirmait sa plus grande peur, que les gens voient sa maladie comme un fardeau et préfèrent l'exclure plutôt que de s'adapter. L'entendre m'a mise mal à l'aise car je pouvais entendre la douleur réelle dans sa voix. Puis ce fut mon tour. J'ai parlé des années où Apolline avait contrôlé chaque voyage et utilisé la culpabilité pour nous manipuler. J'ai décrit à quel point il était épuisant de toujours tout centrer sur ses besoins, alors que nos préférences n'avaient jamais d'importance. Mais pendant que je parlais, Lucille m'a gentiment mise au défi de réfléchir à ma véritable motivation pour le plan de l'hôtel. Elle m'a demandé si je croyais vraiment lui donner ce dont elle avait besoin ou si j'essayais de la punir. Je voulais dire que j'aidais, mais les mots ne sortaient pas. J'ai finalement admis que je ne pensais pas vraiment aux besoins d'Apolline. J'étais en colère et je voulais qu'elle se sente aussi frustrée qu'elle nous l'avait fait sentir pendant des années. Le dire à voix haute m'a fait réaliser à quel point c'était mesquin et cruel. Lucille a ensuite demandé à Apolline de réfléchir à la manière dont son comportement affectait le groupe. Apolline s'est d'abord mise sur la défensive, mais Lucille a été patiente et a continué à poser des questions. Finalement, Apolline a admis qu'elle savait qu'elle était contrôlante, mais qu'elle avait peur que si elle ne contrôlait pas chaque détail, sa maladie s'aggraverait et gâcherait le voyage de toute façon. La séance a duré 2 heures, et à la fin, nous étions toutes les deux épuisées. 2 jours après la médiation, j'étais au travail quand mon téléphone a vibré avec un SMS de groupe de Juliette. Elle disait qu'Apolline était aux urgences. Mon cœur s'est arrêté. Juliette a envoyé un autre message disant qu'Apolline avait eu une grave rechute de fatigue chronique et que son médecin avait dit que c'était déclenché par le stress et le surmenage. J'ai fixé l'écran de mon téléphone, glacé. Maud a envoyé un message demandant des nouvelles. Florence a dit qu'elle se rendait à l'hôpital. Je suis restée assise à mon bureau, incapable de bouger. Une partie de moi voulait courir à l'hôpital, mais une autre partie avait peur que ma présence n'aggrave les choses. Je n'arrêtais pas de penser à la séance de médiation et à l'air épuisé d'Apolline. Je me suis demandé si le fait de parler de tout ça avait poussé son corps au-delà de ses limites. Je me suis demandé si le stress que j'avais causé en organisant le piège de l'hôtel avait contribué à son hospitalisation actuelle. La culpabilité était écrasante. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais je n'arrivais à rien. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone pour avoir des nouvelles. Juliette a envoyé un message 1 heure plus tard, disant qu'Apolline était stable mais devait rester pour la nuit en observation. Elle a dit que les médecins lui donnaient des fluides par intraveineuse et des médicaments. J'ai tapé un message demandant si je devais venir à l'hôpital. Puis je l'ai effacé. Je ne savais pas si ma présence aiderait ou nuirait. Je me sentais complètement paralysée, essayant de savoir quoi faire ce soir-là. Finalement, je lui ai envoyé un SMS prudent. Je lui ai dit que j'avais appris qu'elle était à l'hôpital et j'ai demandé si elle avait besoin de quoi que ce soit. Je suis restée simple et je n'ai pas parlé de moi ou de mes sentiments. Je ne me suis pas excusée à nouveau ni n'ai essayé d'expliquer quoi que ce soit, j'ai juste demandé si elle avait besoin de quelque chose. Puis j'ai attendu. Elle n'a pas répondu ce soir-là, ni le lendemain. Je vérifiais mon téléphone constamment. Le 3e jour, elle a finalement répondu. Elle a dit qu'elle appréciait le message mais qu'elle avait besoin d'espace pour le moment.
Puis elle a ajouté que le stress de notre conflit et toute l'attention publique avaient affecté sa santé plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle a dit qu'elle devait se concentrer sur sa guérison et ne pouvait pas gérer plus d'intensité émotionnelle. J'ai répondu que je comprenais et qu'elle devait prendre tout le temps dont elle avait besoin. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle se sentirait bientôt mieux. Elle n'a pas répondu à ce message, et je ne m'y attendais pas. Au moins, nous avions communiqué sans que cela ne se transforme en une autre dispute. Cela semblait être un progrès. Une semaine plus tard, Maud nous a envoyé un message, à Juliette, Florence et moi, suggérant que nous nous retrouvions pour dîner afin d'essayer de crever l'abcès. Elle a dit que nous devions parler de la situation entre nous toutes. J'ai failli dire non parce que je ne voulais pas d'une autre conversation gênante, mais je savais que l'éviter n'aiderait pas. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant tranquille un mardi soir. Le dîner a été extrêmement gênant. De longs silences, des mots choisis avec soin. Personne ne voulait dire la mauvaise chose. Maud a essayé d'entamer des conversations sur des sujets normaux comme le travail et la famille, mais tout semblait forcé. Finalement, Florence a dit que nous devrions simplement aborder ce que nous pensions toutes. Elle a dit que notre groupe d'amis, tel qu'il existait avant, était probablement fini. Les mots sont restés en suspens dans l'air. Juliette avait l'air sur le point de pleurer. Maud a hoché lentement la tête. Je n'ai rien dit car je savais que Florence avait raison. Nous ne pouvions pas revenir en arrière. Trop de choses s'étaient passées. Florence a dit que si nous voulions maintenir une quelconque relation, nous devions être honnêtes sur le fait que nous avions toutes joué un rôle dans la création d'une dynamique toxique. Elle a dit qu'Apolline était contrôlante et manipulatrice, mais que nous l'avions permis pendant des années au lieu d'avoir des conversations honnêtes. Elle a dit que j'étais allée trop loin avec le plan de vengeance, mais que je n'avais pas agi dans le vide. Nous étions toutes frustrées et nous nous plaignions en secret. Maud a admis qu'elle se sentait coupable que son enterrement de vie de jeune fille ait été le déclencheur de tout. Juliette a dit qu'elle aurait dû s'exprimer sur la situation de l'anniversaire à Saint-Tropez au lieu de simplement céder aux exigences d'Apolline. Nous avons parlé pendant 3 heures et n'avons rien résolu, but au moins nous étions sincères les unes envers les autres. Nous avons convenu d'essayer de rester en contact, mais nous avons accepté que la dynamique de groupe était brisée. Peut-être que des amitiés individuelles pourraient survivre, mais nous 6 sortant ensemble, cela n'arriverait plus. L'enquête des RH a été officiellement close. La semaine suivante, Marianne m'a de nouveau appelé dans son bureau pour confirmer que l'avertissement écrit resterait dans mon dossier et que la formation de sensibilisation était terminée. Elle a dit que l'affaire était considérée comme résolue du point de vue de l'entreprise. Je l'ai remerciée et je suis sortie, soulagée que ce soit fini, mais sachant que les dégâts étaient permanents. Ma réputation au travail avait changé. Les gens me traitaient différemment. Ma responsable était maintenant plus distante et formelle dans nos interactions. J'ai remarqué que je n'étais plus incluse dans certains projets ou réunions. Rien n'a été dit directement, mais je pouvais sentir le changement. Des opportunités qui m'auraient été offertes auparavant allaient maintenant à d'autres personnes. J'avais perdu une confiance et une crédibilité qu'il me faudrait des années à reconstruire, si tant est que j'y parvienne. Lors d'une réunion d'équipe, quelqu'un a fait un commentaire désinvolte sur ses projets de week-end et j'ai vu plusieurs personnes me regarder avec gêne. J'étais maintenant la personne qui avait fait cette chose terrible à son ami handicapé. C'était mon identité au travail, que quelqu'un le dise à voix haute ou non. Apolline a publié sur les réseaux sociaux qu'elle prenait ses distances avec les activités sociales de groupe pour se concentrer sur sa santé et établir de meilleures limites. Elle a dit qu'elle ne participerait pas au futur voyage de groupe, quelle que soit la destination ou les efforts d'accommodement. Elle a remercié les gens pour leur soutien pendant une période difficile. Elle n'a pas mentionné mon nom ni celui de personne d'autre spécifiquement, mais tout le monde savait de quoi elle parlait. En lisant sa publication, j'ai ressenti un sentiment de perte inattendue. Même si Apolline avait été épuisante, contrôlante et manipulatrice, elle avait fait partie de nos vies pendant des années. Notre groupe d'amis ne serait plus le même sans elle. Toutes ces stations thermales ennuyeuses, ces options de restaurants restreintes et ces couchers précoces avaient quand même été du temps passé ensemble. Maintenant, c'était fini. J'avais détruit quelque chose qui aurait peut-être pu être réparé par une conversation honnête plutôt que par la vengeance.
J'avais pris des années de frustration et les avais transformées en un plan cruel qui a blessé toutes les personnes impliquées. Apolline a perdu des amis qu'elle pensait se soucier d'elle. Le reste d'entre nous a perdu la dynamique de groupe que nous avions construite au fil des ans. J'ai perdu ma réputation au travail et la confiance des personnes qui m'étaient chères. Tout ça parce que je voulais donner une leçon à Apolline au lieu de simplement lui parler comme une adulte. La satisfaction que j'ai ressentie en voyant ces vidéos de Lyon a peut-être duré une semaine. Les conséquences, elles, dureraient pour toujours. J'ai commencé à voir une thérapeute 2 semaines après la sortie d'Apolline de l'hôpital. J'ai trouvé quelqu'un via le site web de ma mutuelle et j'ai pris le premier rendez-vous disponible sans vraiment réfléchir à ce que je voulais dire. Le cabinet se trouvait dans un centre commercial banal, entre un salon de manucure et un cabinet comptable. Et la salle d'attente avait ses affiches de motivation génériques sur la croissance et le changement qui me donnaient envie de partir avant même de m'asseoir. La thérapeute s'appelait Dr Armand, elle avait les cheveux gris courts et des lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou. Elle m'a demandé ce qui m'amenait et j'ai commencé à expliquer l'histoire d'Apolline, de l'hôtel, et comment tout le monde agissait comme si j'étais une sorte de monstre alors qu'en réalité, je n'avais fait que donner à Apolline ce qu'elle disait toujours vouloir. Le docteur Armand a écouté sans m'interrompre, puis m'a demandé pourquoi je croyais que l'organisation de ce voyage était la bonne chose à faire. J'ai expliqué à nouveau les années de manipulation et de contrôle, Saint-Tropez et la Thalasso, Lyon qui avait failli être gâchée. Elle a hoché la tête et m'a demandé si j'avais envisagé de simplement parler à Apolline de la façon dont son comportement affectait le groupe. J'ai dit que nous avions déjà essayé et qu'Apolline ramenait toujours tout à sa maladie et au fait que nous ne comprenions pas. Le docteur Armand m'a demandé si je pensais que le plan de l'hôtel visait vraiment à aider Apolline à comprendre quelque chose ou s'il s'agissait de la punir. Je me suis mise sur la défensive et j'ai dit qu'il s'agissait de lui montrer ce qu'elle nous faisait subir en lui faisant vivre ce que nous vivions lors de tous ces voyages ennuyeux. Le docteur Armand a souligné que ce que je décrivais ressemblait beaucoup à une tentative de contrôler le comportement d'Apolline en manipulant une situation, ce qui était exactement ce que j'accusais Apolline de faire au groupe. Je me suis disputée avec elle pour le reste de cette séance. Je suis revenue la semaine suivante, toujours sur la défensive, mais quelque chose dans ce qu'elle avait dit continuait de me trotter dans la tête. Les semaines suivantes, elle a continué à insister doucement sur le même point, j'avais répondu au sentiment d'être contrôlée en essayant de contrôler Apolline, encore plus intensément. Elle a dit que mon besoin de punir Apolline venait de mon sentiment d'impuissance dans la dynamique de l'amitié, mais que la vengeance n'était qu'une autre façon d'essayer de contrôler un résultat. J'ai passé des semaines à lui dire qu'elle avait tort, que les situations étaient complètement différentes, qu'Apolline était manipulatrice alors que j'essayais simplement de fixer des limites. Le docteur Armand n'a jamais argumenté en retour. Elle posait juste des questions qui me faisaient réfléchir à mes propres schémas. Elle m'a demandé si j'avais déjà ressenti le besoin de contrôler d'autres situations lorsque je me sentais impuissante. Elle m'a posé des questions sur ma relation avec Pierre et si je devenais frustrée quand il ne gérait pas les choses comme je pensais qu'il le devrait. Elle m'a interrogée sur le travail et sur la façon dont je réagissais lorsque les projets ne se déroulaient pas comme prévu. Lentement, au fil des mois de séance, j'ai commencé à voir le schéma qu'elle soulignait. J'ai commencé à remarquer à quelle fréquence je ressentais le besoin de réparer les situations en les contrôlant, à quel point je devenais mal à l'aise lorsque les choses semblaient hors de mon contrôle. Comment ma première réaction face à l'impuissance était de trouver un moyen de reprendre le contrôle, même si cela signifiait blesser quelqu'un d'autre. 4 mois après l'incident de l'hôtel, j'ai reçu un SMS d'Apolline me demandant si je voulais la retrouver pour un café. Mon premier instinct a été de dire non, de lui dire que je n'étais pas prête ou que je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Mais je travaillais avec le docteur Armand sur le fait de ne pas éviter les situations inconfortables simplement parce que je ne pouvais pas contrôler le résultat. Alors j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café que nous ne fréquentions ni l'une ni l'autre, un terrain neutre. Apolline semblait différente, plus mince et plus fatiguée, mais aussi en quelque sorte plus stable. Elle a commandé un déca et j'ai pris un café normal, et nous nous sommes assises à une table près de la fenêtre, ne sachant pas vraiment par où commencer. Apolline a dit qu'elle voyait son propre thérapeute depuis son hospitalisation et qu'elle travaillait à comprendre comment son anxiété liée à sa maladie l'avait rendue contrôlante et inflexible avec le groupe.
Elle a dit qu'elle avait passé des années tellement préoccupée par la gestion de ses symptômes qu'elle avait cessé de prendre en compte ce que les autres voulaient ou avaient besoin. Elle a dit qu'elle savait qu'elle avait utilisé la culpabilité pour manipuler les situations et que ce n'était pas juste, même si sa maladie était réelle. Je lui ai dit que j'étais désolée pour ce que j'avais fait, que le plan de l'hôtel était cruel et vengeur, et que je l'avais fait pour la punir, pas pour aider en quoi que ce soit. Elle a hoché la tête et a dit qu'elle le savait, et que ça avait fait plus mal que je ne l'imaginais probablement. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure de tous les voyages, de toutes les disputes, et de toutes les fois où nous nous étions sentis blessés, en colère ou incomprises. Nous avons convenu que nous ne pouvions pas redevenir des amis proches, que trop de choses s'étaient passées et que trop de confiance avait été brisée des 2 côtés. Mais nous avons aussi convenu que nous pourrions essayer d'être cordiales lorsque nous nous retrouverions dans les mêmes espaces sociaux, que nous n'avions pas besoin de nous éviter pour toujours ou de prétendre que l'autre n'existait pas. C'était triste, honnête et réaliste. Aucune de nous n'a pleuré, ne s'est étreinte ou n'a fait de grandes promesses sur l'avenir. Nous avons juste reconnu où nous en étions arrivés et que c'était ainsi, même si ce n'était pas ce qu'aucune de nous n'aurait choisi. Le groupe d'amis a trouvé un nouveau rythme dans les mois qui ont suivi, qui ne ressemblait en rien à ce que nous avions avant. Maud, Juliette et moi avons commencé à nous voir occasionnellement pour dîner ou aller au cinéma. Des activités discrètes où nous n'avions pas à naviguer dans des dynamiques de groupe complexes ou à nous soucier de savoir qui était en colère contre qui. Nous ne parlions pas beaucoup d'Apolline, et quand nous le faisions, c'était avec prudence et brièveté. Florence a maintenu des amitiés séparées avec moi et avec Apolline, mais n'a pas essayé de nous forcer à être ensemble ou de faire choisir un camp à qui que ce soit. Elle mentionnait parfois qu'elle avait vu Apolline, je demandais comment elle allait, et cela semblait suffire. Certaines relations ont survécu aux retombées, d'autres non. Et j'apprenais à accepter que certains dommages ne pouvaient pas être réparés, peu importe le développement personnel qui s'ensuivait. Le mariage de Maud approchait dans quelques mois et Apolline n'était pas invitée, ce qui semblait à la fois nécessaire et triste. Les conversations de groupe qui étaient autrefois si actives avec la planification de voyages et les nouvelles quotidiennes se sont tues, remplacées par des conversations plus petites et séparées. Ce que nous avions me manquait, mais je reconnaissais aussi que ce que nous avions n'était ni vraiment sain ni durable. Nous tolérions tout le contrôle d'Apolline tout en lui en voulant, et j'avais répondu par la cruauté plutôt que par l'honnêteté. Et rien de tout cela n'était le fondement d'une véritable amitié. 8 mois après Lyon, je continuais de travailler sur tout ça en thérapie chaque semaine. Le docteur Armand et moi étions passés de la situation avec Apolline à des schémas plus profonds concernant mon besoin de contrôler les résultats lorsque je me sentais impuissante ou traitée injustement. J'arrivais mieux à reconnaître l'impulsion avant qu'elle ne monte, à remarquer quand je commençais à ressentir cette envie familière de réparer une situation en la manipulant. La situation était meilleure entre Pierre et moi après plusieurs mois de thérapie de couple, où nous avions travaillé sur la façon dont je gérais la frustration et dont il gérait l'évitement des conflits. Il m'a dit un soir qu'il se méfiait encore parfois de mon jugement quand je devenais frustrée par les gens, qu'il observait pour voir si j'allais retomber dans ce mode vengeur. C'était douloureux à entendre, mais je comprenais. Je lui avais montré une facette de moi qui l'avait effrayée, et regagner cette confiance prendrait du temps. J'ai appris que la vengeance ne résolvait rien et rendait généralement les situations pires, que la satisfaction de voir Apolline assise seule dans cet hôtel avait duré peut-être 1 semaine, alors que les conséquences dureraient pour toujours. Mais j'étais aussi réaliste sur le fait que le savoir intellectuellement ne signifiait pas que je ne lutterais plus avec ces impulsions lorsque je me sentirais impuissante ou traitée injustement. Le docteur Armand a dit que c'était normal, que reconnaître les schémas était la première étape, mais les changer était un travail de longue haleine. J'avais encore des moments où quelqu'un faisait quelque chose qui me semblait manipulateur ou contrôlant, et mon premier instinct était de trouver un moyen de le punir ou de lui donner une leçon. Désormais, la différence est que je remarque cet instinct et que je suis capable de marquer une pause avant d'agir. Je peux me demander ce que j'essaie vraiment d'accomplir et s'il y a une manière plus saine de gérer la situation. Certains jours, c'est plus facile que d'autres. Commentaire, parfois, la frustration peut nous pousser à réagir d'une manière que nous regrettons plus tard. Apprendre à poser des limites saines est un acte de respect envers soi-même avant tout. Il est essentiel de reconnaître notre part de responsabilité, même quand nous nous sentons blessés. La vengeance semble parfois justifiée sur le moment, mais elle laisse souvent des cicatrices profondes pour tout le monde.
La vraie guérison ne signifie pas toujours réparer ce qui a été brisé, mais plutôt apprendre à vivre avec la nouvelle réalité. Un dialogue honnête, même s'il est difficile, est toujours plus constructif qu'un silence rempli de ressentiment. Choisir la paix intérieure demande souvent plus de courage que de vouloir gagner une dispute. Je vous encourage à réfléchir à la manière dont vous gérez vos propres frustrations dans vos relations. Chaque situation difficile est une opportunité de mieux nous comprendre et de grandir. Prenez soin de vous et des liens qui comptent réellement pour vous. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.